Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 23 janvier 2023. Bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché, bien évidemment, le Bitcoin. Comme d'habitude, on va diviser en deux parties. Une partie où on va refaire un retour sur l'actualité et ensuite une partie technique où on va aller regarder justement les graphiques, voir ce qui s'est passé et faire un prévisionnel sur la journée, voire même la semaine en fonction de ce que les cours nous disent. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, c'est très simple, likez et partagez, ça aide beaucoup au référencement. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, on commence tout de suite avec les nouvelles. Nous avons un calendrier économique sur cette semaine qui va être assez plat, avec quand même le nouvel an chinois qui va bloquer quasiment une grosse partie du marché asiatique. Sur, en tout cas, le marché traditionnel, on a assez peu de news avec quelques discours de Lagarde qui parsèment justement cette semaine, avec justement une ouverture au lundi, puis on fait la clôture au vendredi, mais ça reste somme toute assez faible. L'élément important qui pourrait avoir lieu, c'est jeudi 26 janvier, dans lequel nous avons notamment le PIB trimestriel T4, même si on s'en doute un petit peu, on va avoir les inscriptions chômage qui vont tomber aussi, la vente des logements neufs en décembre. Bon, en l'occurrence, c'est quelques chiffres qui vont nous confirmer plus ou moins l'inclinaison forte. Néanmoins, on retient que l'élément important sera les taux directeurs de la Fed le 1er février 2023. On est obligé d'attendre cette date-là, et c'est la date qui va être attendue par tous, et c'est un petit peu ce qu'on verra aussi dans l'analyse technique. Autre petite chose au niveau des résultats, on a quand même pas mal de petites choses qui arrivent avec principalement des grosses sociétés. On a Tesla, on a Visa, on a Mastercard, on a quand même des gros, on a Microsoft, donc on risque d'avoir peut-être un petit peu de mouvement, surtout si les BPA n'assurent pas. On rappelle que justement le marché action classique, c'est la représentation aussi et surtout de l'achat des revenus futurs d'une société, donc les BPA jouent énormément dessus, donc on va devoir attendre, voir si on a des grosses réactions néfastes dessus. Ensuite, nous avons de l'actualité, avec SBF qui fait parler de lui. Principalement, la totalité de son argent a été saisie par les procureurs, donc on parle de 700 millions de dollars quand même, à titre personnel, dont la majorité quand même, donc 500 millions de dollars, d'après mes souvenirs, viennent de ses parts de Robinhood qui est un exchange, et d'ailleurs, si on prend un petit peu de recul, c'est exactement cet argent-là qu'il avait demandé pour pouvoir payer ses frais d'avocat, chose qui a été refusée et dans lequel, ça a été validé comme quoi ça a été saisi, et je pense que ce sera mis dans la cagnotte à terme de FTX, si jamais c'est prouvé qu'il y a une malversation de SBF. Oui, je sais, tout le monde pense que c'est prouvé, mais non, ce n'est pas encore prouvé d'un point de vue légal pur et dur. Oui, je pense très sincèrement que tous les éléments en tout cas l'accablent, mais d'un point de vue légal, c'est pas encore fait, et ça devrait pas tarder. Ensuite, nous avons Genesis. Et oui, Genesis, donc, qui a déposé, pour rappel, le chapitre 11. Genesis, qui est la société qui permettait principalement de faire de l'emprunt et du lending aux grosses sociétés. Donc Genesis était derrière Gemini, en tout cas prêté à Gemini, prêté à tous les gros acteurs qui proposaient justement la possibilité de pouvoir emprunter des sommes, ou en tout cas déposer des sommes et récupérer un pourcentage. Et Genesis donc a déposé le chapitre 11. Chapitre 11 qui est plutôt bien reçu par le marché, parce que on était déjà sur un pricing effectif, on a une confirmation du chapitre 11 qui se met en place. Le fait d'avoir un chapitre 11 entraîne quoi? Entraîne le fait que majoritairement il n'y aura pas de market des assets. Ça c'est plutôt positif, en tout cas on va en discuter après. Par contre, les éléments importants, c'est que le fait qu'on soit en chapitre 11 permet d'avoir un certain nombre d'informations, notamment sur le fait que la société, donc Genesis, doit 3,6 milliards de dollars à ses différents créditeurs. On parle de 50 créditeurs. On apprend aussi qu'elle a été gravement touchée, du coup, par 3ici et justement FTX, et que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont en train de s'enfoncer. Et je pense que petit à petit, on va en apprendre plus en plus, avec notamment le fait que là, on parle de 5,1 milliards d'assets à disposition. Donc on va voir comment ça va se dérouler. On a tout le retracement qui a été effectué par l'article du CoinDesk. Encore une fois, CoinDesk, on fait attention parce que il fait partie du groupe
de la holding qui détient Genesis, donc on prend un petit peu de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que on commence à avoir des mouvements OTC. Alors OTC, c'est quoi? Ça veut dire que on ne vend pas au marché, c'est on contacte les gros acteurs et on fait un deal hors market pour pouvoir limiter justement l'impact sur les marchés. Et ça a été le cas sur ETH, FTM. Bon, il y a de l'USDT, il y a pas mal d'autres choses. Je pense qu'il y aura aussi du BTC qui arrivera. Et ça nous confirme quelque chose de très important, c'est que il n'y aura pas de market sur GBTC et Genesis. Ce sera fait en OTC. On le voit déjà actuellement que c'est en train d'être effectué et ce sera toujours le cas. Le market, malheureusement, est souvent utilisé soit par du market maker automatique, soit par en tout cas un mouvement de peur pour justement régler une situation. Là, ce ne sera plus le cas, c'est sûr et certain. Nous sommes actuellement en chapitre 11, donc on va avoir au moins de la visibilité sur ce qui est en train de se passer, ce qui est plutôt positif sur le long terme et sur le marché, et au moins ça retirerait peut-être cette épée de Damoclès qui nous retient quand même depuis un certain temps, même si j'ai tendance à penser que ça a été quand même grandement pricé. Ensuite, nous avons Phantom qui a lancé, ça y est officiellement, leur écosystème Volt. Alors je vous en avais parlé, notamment dans la mise à jour de Phantom que j'avais effectué, où ça allait arriver, c'était dans leur roadmap. Ils ont pour vocation de récupérer des fees, des transactions effectuées sur la blockchain, donc on parle de 10% de la totalité des fees, qui sont reversées dans ce Volt, qui servira notamment à financer des projets de construction sur Phantom. Et c'est très intéressant et je pense que toutes les blockchains devraient adopter ce fonctionnement-là pour pouvoir financer leur écosystème, parce qu'on est bien conscient que s'il n'y a pas d'écosystème dans une blockchain, la blockchain ne peut pas fonctionner. Peu importe si techniquement elle est avantageuse, peu importe si elle est extraordinaire, s'il n'y a pas d'écosystème, ça ne fonctionnera pas, et c'est très important de le retenir, et je pense qu'ils l'ont retenu, et là ils sont en train de se diriger quand même vers une façon de fonctionner qui pour moi est proche de ce qu'il faudrait vraiment à terme, et encore une fois c'est un projet intéressant, je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas Phantom. On va terminer sur les nouvelles et on va attaquer la partie technique après une courte pause. Cette vidéo est sponsorisée par BitGet qui est un exchange centralisé qui fait partie du top 3 en termes de volume de trading. C'est un exchange que j'utilise déjà depuis un certain temps et je trouve que c'est une bonne alternative non KYC pour diversifier un petit peu les différents échanges dans lesquels on se trouve. On n'oublie pas, avec ce qui a pu se passer avec FTX, il est toujours intéressant d'en avoir plusieurs, qui plus est non KYC, avec une limite de 20 BTC. On a un gros pool de liquidité, donc pour faire du trading, on a tout ce qu'il nous faut, et on retrouve tout ce que l'on retrouve classiquement avec les futurs, avec le trading spot, les grid trading, les effets de levier si on le souhaite, et avec le earning, on va retrouver l'ensemble des éléments comme le earn, le shark fin et le launch pool qui sont toujours très intéressants et qui sont des produits à part dans lesquels certainement je vous ferai une présentation. Nous avons à côté, donc je vous ai parlé des bots très intéressants, où on va retrouver notamment les grid bots classiques mais aussi les DCA spot et les DCA futurs dans lesquels je vais vous faire une présentation parce que ce n'est pas des DCA classiques et il y a des choses à faire dessus. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo pour ça. Si vous vous inscrivez avec BitGet avec mon lien, en l'occurrence vous avez un maximum de 8000 $ de reward en fonction du dépôt que vous faites, le premier dépôt qui compte, et en plus, pour les 150 premiers, vous avez des rewards supplémentaires qui sont versés en bonus de trading. Si vous déposez 200 $, vous gagnez 30 $ en bonus de trading que vous pouvez utiliser pour ouvrir des positions, payer vos fees. 500 $, 50 $. Si vous déposez 1000 $, vous recevez 100 $. Et si vous déposez 5000, vous récupérez 250 $ de bonus de trading, en plus des autres rewards qui sont donnés. Et en plus, avec le lien, vous avez moins 10% sur la totalité de vos fees. Donc c'est en commentaire et en description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen, en plus de liker, partager et de vous abonner. On reprend tout de suite la vidéo. Partie technique qui commence comme d'habitude par notre récapitulatif habituel de notre hypothèse héliotiste. Vague 1, 2, 3, 4, 5 terminée en avril 2021. Nous sommes sur un retracement A, B, C. Donc ça c'est l'hypothèse que je défends avec une clôture de schématique de vague d'impulsion justement en avril 2021. C'est ce qui retient les meilleurs ratios actuellement, notamment avec la cassure réelle du C et l'enfoncement du C qui a eu lieu notamment avec Celsius et
3 ici, Celsius et FTX, on est actuellement dans du coup une fin de schématique. Fin de schématique qui veut dire quoi? Qui veut dire que nous avons deux possibilités. Soit repartir sur des vagues idiotistes, impulsion, donc 5 vagues, pareil, comme d'habitude, avec vague 1, 2, 3, 4, 5, hein, d'accord, donc quelque chose qui a de la fractalité, et ou passer sous une forme de ranging pendant un certain temps, de temporisation. On rappelle que lorsque un cours finit une tendance, donc qu'elle soit haussière ou baissière, c'est toujours pour finir dans une forme, enfin en tout cas majoritairement, dans une forme de ranging, et c'est généralement le cas sur les principaux assets, qu'il est quand même moins sur les crypto-monnaies, notamment le BTC, mais il faut le prendre en considération, et c'est quelque chose qui pourrait arriver sur les mois qui viennent, et qu'on a déjà eu ici, donc il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas pendant un certain temps, le temps de consolider justement la mise en place du prochain halving. Nous sommes en dessous du 618 qui donne le début de cette zone de rechargement long terme, sur lequel, donc rechargement sur l'ensemble du BTC, bien évidemment, dans lequel nous sommes actuellement dans une zone où c'est intéressant si on souhaite mettre en place une stratégie de DCA, en prenant en compte et en prenant en considération le fait qu'on puisse aller plus bas, qu'on puisse redescendre, comme on l'a connu en 2018, 786, top de la 1, et un 618 du prolongation de la A sur la B, qui nous amène justement à un 618 à 10 000 $. Ça reste des targets qui sont toujours possibles, qui ne sont pas invalidés. Pour les invalider, il faudrait casser très haut, il faudrait casser notamment ici, avant un break of structure majeur, aller casser 48 000 pour ravaler ce qui avait été fait et retourner au niveau de Terra Luna, donc on est quand même très très loin, il faut le prendre en considération. Pour l'instant, nous sommes dans une respiration, ce qui est plutôt positif, et considérer les probabilités d'une continuité baissière, même si ça ne reste qu'une probabilité. Voilà. On va zoomer sur cette partie-là, on voit qu'on a la mise en place d'une accumulation classique de Wyckoff en SC, AR, ST, STB, donc pareil, hein, toujours le principe d'une accumulation de Wyckoff, c'est l'arrêt de la tendance baissière, renforcer des zones de liquidité de résistance pour ensuite aller les récupérer, récupération ici grâce à FTX, justement qui est un élément fondamental accélérateur de la prise de liquidité, accélération haussière suite à cette prise de liquidité. Élément important, comme je vous l'avais expliqué, c'est que nous avons fait ce break of structure et nous avons validé justement la semaine au-dessus de ce break of structure important ici. On a même ravalé une partie de l'inducement qui se trouvait ici. Donc on est vraiment bien structurellement en train de se dire que potentiellement on pourrait aller attaquer l'AR. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on va attaquer l'AR tout de suite ou non? Est-ce qu'on va faire un retracement en 3 temps, ou est-ce que on va faire un retracement beaucoup plus puissant pour aller faire un plus bas et faire un spring, d'accord? Parce qu'on attend la possibilité potentielle de faire un spring, c'est la dernière étape d'une accumulation, en tout cas de prise de liquidité d'une accumulation classique de Wyckoff. Est-ce qu'on va faire un spring ou non? Ça malheureusement on n'a pas encore l'information. Beaucoup de personnes pensent que oui, avec un retest des 12 000, 13 000, mais encore une fois, il faudrait que fondamentalement on ait des choses forte, et il va falloir rester à l'affût de ça et bien suivre l'actualité, et suivre les fondamentales, suivre la macroéconomie, voir ce qui pourrait nous entraîner si bas, mais là pour l'instant ce n'est pas le cas. Autre élément que je voulais vous donner, qui est toujours sur du long terme, donc on est en weekly où nous avons cette accumulation qui se trouve ici, nous sommes en logarithmique, pour faire la représentation notamment de ce qui se passe ici, donc en 2018-2019, avec justement ce que nous sommes en train de vivre ici, et notamment la rupture qui a eu lieu là. Pourquoi? Parce que nous avons ici cette accélération au niveau du RSI qui représente l'accélération présente ici, d'accord? Donc beaucoup de personnes sont en train de se positionner en se disant que là nous sommes sur une phase de plateau, dans lequel nous allons avoir une deuxième accélération du coup, qui nous amènerait certainement au-dessus des 30 000 pour aller retester cette zone-là si on prend à l'image de ce qui s'est passé en 2019, avec justement l'accélération et la rupture que l'on a eu, première rupture, avec par contre une séance de plateau qu'on n'a pas encore eu, hein, d'accord? Là pour l'instant on est toujours sur de l'accélération. Ce qui est intéressant aussi à prendre en compte, c'est que par rapport à ce que je vous expliquais vendredi, c'est qu'on a eu une énorme rupture sur vendredi soir, encore une fois, comme la semaine dernière. Très intéressant, à chaque fois que je dis que potentiellement on va stabiliser le cours, le temps de laisser passer le week-end et d'attaquer la semaine prochaine, bon bah non, en l'occurrence ça accélère avant, et ça accélère très fortement avec une grosse prise de liquidité dans lequel on est allé chercher le 0,5, et je suis en train de mettre en place voilà, quelque chose qui est assez simple, du coup, vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, donc on serait dans une 5e vague impulsive. Alors, qu'est-ce qui nous confirme
Ça, qu'est-ce qui nous confirme ça? Plusieurs choses. Un, c'est que nous avons atteint ici les 618, enfin le 1,618 au niveau de la top de la vague 3, donc quelque chose qui est classique, sur lequel nous avons, en plus quand on regarde le retracement effectif, on est allé chercher le premier arrêt de façon vraiment parfaite, le 236, au niveau du retracement, et ensuite on est en train de faire, ici, potentiellement, il manque peut-être une dernière extension pour aller chercher le 618, donc de la vague 5, avant de faire un retracement ABC. Ça voudrait dire que là, on rentrerait dans une phase de retracement de ce style-là, d'accord, avec les ABC qui existent, hein. On pourrait avoir une ABC de ce style-là, on pourrait avoir une ABC, donc il faut bien le prendre en considération, mais on va avoir certainement un retracement. Donc ça, c'est ma première hypothèse. Qu'est-ce qui nous confirme aussi ça? Bah, il y a quelque chose qui existe, donc là, on est en 4 heures, donc quand même quelque chose qui est plutôt plus ou moins tangible, c'est que nous avons ici une accélération avec une baisse du momentum très fort qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire que nous avons une divergence baissière qui est validée, en cours de validation en tout cas, pour la mise en place. Par contre, ça voudrait dire aussi que potentiellement, on pourrait continuer à avoir une dernière accélération haussière pour revalider ici une deuxième, troisième touche sur cette divergence baissière pour une continuité justement, enfin en tout cas un retracement baissier pour structurer après. On n'oublie pas qu'on serait dans une grande vague 1, grande 22, du coup ça sous-entend qu'on joue la fractalité, pour repartir pour une grande vague 3. Ça voudrait dire aussi que la target finale serait très loin, serait très loin, il faudrait attendre la totalité de la vague 1 pour voir exactement la vague 3, puis après la vague 4, mais on serait quasiment dans les 35 000 $ pour une finalité. L'autre schématique que l'on pourrait avoir, parce qu'on pourrait considérer que ceci, le retracement est assez faible, on pourrait aussi se dire que nous sommes dans une grande vague 1, grande vague 2, grande vague 3 avec ici, on joue le 618, le 200-618, donc une deuxième extension de la vague 3, ce qui est possible aussi vu les mouvements que l'on a eu, parce que c'est le même principe quand on a une grande vague 3 très impulsive, bah à ce moment-là on a beaucoup de mouvements, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, donc on pourrait avoir après un retracement de la 4 qui serait assez faible du coup, qui serait aussi en ABC, mais du coup sur un retracement effectif de cette partie-là, pour ensuite faire une 5, et une 5 qui irait chercher potentiellement la R, avant de faire le retracement ABC par la suite. D'accord? Donc là, on retrouve vraiment cette particularité des vagues d'impulsion, et ce qui est plutôt positif sur le cours, ça veut dire qu'on est en train de se régler, on est en train de repartir, on a un petit peu de volatilité qui revient, mais il faut faire attention parce que, toujours sur l'order flow, on a des éléments importants qui nous titillent, d'accord? On a toujours ce perpétuel ici qui pousse majoritairement, qui est là sur une zone de plat, mais qui est en fait l'élément déclencheur de chaque accélération. Donc ça veut dire que, majoritairement, les mouvements qui sont en train de se faire sont des mouvements perpétuels. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de spot derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'injection de liquidité, il n'y a pas de financement massif qui est en train de se faire. Il faut bien le prendre en considération parce que c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc ça sous-entendrait aussi, parce que quand on a en fait un écart entre le perpétuel et le spot, et le CVD spot, c'est que généralement, on a un maintien du cours avec le perpétuel pour pouvoir liquider le spot, pour ensuite relâcher le hedging qu'on fait avec le perpétuel, le temps de finir justement la distrib qui est en train de se faire. Donc dans notre cas, ce serait plus une redistribution avec la mise en place d'une distribution maintenant. Bon, ça reste qu'une hypothèse, ce n'est pas encore validé, c'est quelque chose qui est en tout cas logique dans l'analyse du différentiel entre les deux. Ça n'empêche qu'il faut le garder en tête par rapport au mouvement qui s'est construit. Derrière, on a toujours ici, de l'open interest qui est assez faible, on ne casse pas justement ces 100, 120, on reste toujours dans les éléments à peu près corrects par rapport à ce qu'on a pu connaître, on n'est pas à 180 comme on a pu l'être à un moment donné, donc c'est positif pour l'ensemble du cours, ça veut dire qu'on n'est pas leveragé, mais par contre, ici, moi, ce qui me dérange, c'est vraiment ce perpétuel. Si on était construit sur quelque chose qui était perpétuel plus CVD spot, j'aurais en tout cas quelque chose de suffisamment fort pour me dire que oui, on est vraiment en train de construire et que potentiellement on n'aura pas de retest baissier. Là, je suis en train de me dire que le retest baissier reste une éventualité qui est somme toute assez cohérente par rapport à ce qu'on a pu connaître et par rapport à ce qu'on est en train de voir maintenant. Ensuite, on a ici, d'ailleurs, un petit break, très intéressant à noter, la cassure baissière que l'on a eu ici, elle a entraîné un break de la lecture des deux. C'est plutôt signe du fait que ça a été vraiment une manipulation de marché pour récupérer une partie des longues au niveau des liquidités structurelles qui avaient été mises en place. Pareil, liquidité
que l'on utilise principalement pour déclencher ces mouvements. Même si, somme toute, elles sont quand même assez faibles, on est toujours sur de la liquidité très faible, et c'est pour ça que je vous dis que le mouvement, il n'est pas forcément naturel, hein. Il n'est pas quelque chose qui va en tout cas pousser naturellement, parce que les liquidités sont très faibles, que ce soit en long, que ce soit en short, ça sous-entend que les liquidités d'accélération qui permettent d'avoir les mouvements sont injectées en une fois ou en deux fois, et ce n'est pas un cumul de liquidités qui entraîne un short squeeze par la suite. Non, c'est qu'on a une injection très forte à un moment donné pour aller récupérer les clusters de liquidation et structurer au-dessus. Et là, c'est là où il faut être un petit peu alerte et se dire que, bon, oui, il faut pas être baissier, mais en même temps, il faut pas être FOMO sur l'accélération parce que justement, on n'a pas de construction comme on peut avoir l'habitude. Et justement, quand on est en plus dans une accumulation de week-off, comme on le voit ici, le principe de l'accumulation de week-off, on le rappelle, c'est une manipulation de marché pour pouvoir injecter des ordres acheteurs sur, justement, des zones de résistance. Le principe d'aller liquider toutes ces personnes-là, c'est de pouvoir, justement, récupérer tous ces ordres. Le fait de pouvoir liquider tous les ordres qui sont en attente au-dessus de la R, c'est de pouvoir récupérer tous ces ordres. Et c'est là, en fait, où, justement, la manipulation de week-off fonctionne très bien, et c'est pour ça qu'on voit généralement ces patterns d'accumulation que l'on voit comme ça, avec des extensions baissière pour aller récupérer les liquidités. Donc on fait attention, le marché nous ressemble quand même grandement à ça. On va faire avant un petit quiz sur lequel, ici c'est une capture d'écran que j'ai mis en place, donc ne me dites pas que c'est Ethereum, non ce n'est pas Ethereum, c'est une capture d'écran que j'ai effectuée d'un cours, et je vais vous demander, parce que ce sera traité demain dans la quotidienne, quel est ce cours-là? Quel est ce cours-là? Répondez-moi en commentaire. Selon vous, c'est le cours de quel actif? Alors oui, c'est une crypto-monnaie, et dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous reconnaissez ou non cet actif? Et on passe à la macro sur lequel on voit très largement que le DXY, donc l'indice dollar, continue sa chute doucement, on est en train de stabiliser sur l'objectif de 618 à 101, je pense qu'on va zoner entre 101 et 100 avant d'avoir une réaction vraiment haussière, et là par contre c'est sûr et certain, si on break le 100-101, ça veut dire qu'on descend, et on descend très bas, on descend aux objectifs inférieurs pour aller retester les 95. 95 c'est loin, c'est long, c'est fort, ça voudrait dire qu'on est vraiment une cassure réelle de la puissance du dollar sur les marchés, donc ça voudrait dire aussi que macroéconomiquement, on est en train de se diriger vers le fait qu'on va avoir une baisse ou une stabilisation des taux, et une baisse des taux, donc ça veut dire une perte d'attrait du dollar, et donc ça veut dire qu'ils ont terminé de réajuster les portefeuilles. Donc on se retrouve sur des portefeuilles qui sont directement réajustés, donc on va avoir une perte du dollar fort, en tout cas une stabilisation baissière, avant de pouvoir consolider, potentiellement faire un retest. Si on n'a pas de retest, ça veut dire qu'on marque très fortement quoi? On marque très fortement, ici, le fait qu'on est en train de faire un soft landing. Soft landing, qui est en fait tout simplement le fait qu'on arrive en augmentant les taux de la Fed à ne pas entraîner de récession tout en jugulant l'inflation, et ce qui est le plus positif, chose qui n'a jamais été réussie, mais encore une fois, on est dans une situation très particulière, on est dans une situation que l'on n'a jamais connue, avec justement une crise comme le Covid, avec une problématique de la supply chain comme on l'a connue, donc à un moment donné, il faut aussi considérer que nous sommes dans une zone de, tout simplement, inconnue, nous sommes dans une zone inconnue, et c'est pour ça qu'on pourra avoir cette rupture avec une cassure qu'il faut considérer. Ça voudrait dire que on est derrière la main libre, notamment sur les cryptos et sur le reste, comme le Nasdaq et le SP500. Alors, élément important que je vous ai noté ici en 3 petits points, enfin dans les pointillés, qui est justement l'augmentation, le discours de la Fed concernant l'augmentation, qui va donner en fait le ton, et je pense qu'on risque de zoner pendant un certain temps, le temps qu'on arrive sur cet élément déclencheur. Déclencheur qui pourrait entraîner derrière une cassure baissière pour retravailler un niveau baissier, d'accord? Pourquoi? Parce que on a aussi un narratif qui est en train de se mettre en place, comme quoi les marchés financiers n'écoutent pas la Fed, et encore une fois, on a l'expression qui revient, ne luttez pas contre la Fed. Donc là, on aurait justement une cassure, parce que clairement, le marché
financiers n'écoutent pas la Fed. Bon, après, à raison, hein, je veux dire, l'année dernière, quand on regarde ce qu'ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation, ça va être réglé dans 2 mois. Bon, bah, c'était il y a 1 an, bon, c'est pas le cas. Donc à un moment donné, est-ce que oui ou non le marché financier a raison d'écouter la Fed? On va le savoir, de toute façon, dans tous les cas, au niveau de la minute, et il est possible que la Fed joue aussi cette carte-là en appuyant fortement. Après, on n'oublie pas qu'on est dans la zone des BPA, donc des périodes dans lesquelles on a les résultats des différentes sociétés, donc présentes dans les différents indices, et on n'oublie pas que les indices, bah, c'est le principe, hein, c'est l'agglomérat de l'ensemble des actions, et quand on joue les actions, bah, c'est on joue la rentabilité de la société dans le futur. Donc les BPA jouent énormément dessus. SP500, pareil, nous sommes toujours dans cette vecteur de compression dans lequel on a l'impression vraiment qu'on est en train d'attendre cet événement de la Fed. Encore une fois, je dis ça, mais je risque de me faire invalider très fortement, comme on peut le voir depuis 2 semaines, où systématiquement, le vendredi soir, on invalide le repos du week-end, et à côté, nous avons l'US Oil, qui par contre, l'US Oil, lui, est en train de mettre en place une pattern de retournement, d'accord? Là, on est en train de voir une baisse clairement ici au niveau du momentum de la chute baissière, on a une petite divergence haussière qui est en train de se faire en weekly, hein, donc relativement forte, dans lequel potentiellement on pourrait aller retravailler les zones ici, et là on est en train de mettre en place potentiellement aussi un break of structure, donc il va falloir surveiller ça. Est-ce qu'on est dans une forme de ranging au niveau du pétrole, ou est-ce qu'on va réellement casser au-dessus? Je pense qu'on risque d'avoir, si jamais on break les 90$, une nouvelle au niveau de l'OPEC qui changera un petit peu la donne. Vous verrez, je pense que là il y a des négociations très fortes sur le pétrole qui sont en train de se faire pour justement empêcher une rupture haussière qui entraînerait certainement un regain de l'inflation, mais en même temps c'est normal étant donné qu'on se retrouve avec une Chine qui est en train de repartir, donc ça veut dire que on a une supply chain qui va se faciliter, on va avoir par contre une surconsommation du pétrole, donc l'un dans l'autre je pense que ça risque de s'équilibrer en tout cas en 2023, 2024 potentiellement, ou 2024, voilà, on verra vraiment la fin de cette crise en tout cas inflationniste. Je ne dis pas crise économique, je dis crise inflationniste, parce que pour moi l'inflation va mettre du temps à se réguler. Il est possible, d'ailleurs, qu'on se retrouve sur une inflation qui n'arrivera jamais à 2%, mais qui restera potentiellement à 3%, qui serait le nouveau taux de la Fed, bizarrement, hein, forcément on changerait ça, mais du coup, pourquoi pas 3%? Le taux d'inflation importe assez peu, l'importance, c'est vraiment le plein emploi, c'est le fait qu'il y a une économie qui soit forte, dans lequel on est derrière, une stabilisation des prix, qui aussi permet d'avoir une augmentation salariale et qu'on ait un gain, ou en tout cas une stabilisation du pouvoir d'achat, parce que c'est ça qui est important, c'est le pouvoir d'achat, c'est pas tant l'inflation, c'est pas tant les salaires, c'est vraiment le pouvoir d'achat, parce que pareil, si on avait un salaire qui diminuait, mais derrière une inflation, donc une déflation qui se mettait en place et qui augmentait notre pouvoir d'achat, bah ce serait pareil en termes de positivisme pour les ménages, et donc on aurait une surconsommation. Il y a il y a un ensemble de théories économiques qui sont basées dessus. Alors là-dessus, voilà, chacun a son avis. Personnellement, voilà, j'ai tendance à penser que l'un ou l'autre importe peu. L'importance, c'est qu'on arrive à une stabilisation, et c'est ce qui m'importe le plus. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.